Le 29 mai 2026, Aya Nakamura ouvre son concert au Stade de France en brûlant sur scène une banderole raciste. De nombreuses personnes dans les tribunes, pas de discours, un acte. Et dans la même soirée, elle invite sur cette même scène Oumou Sangaré, icône malienne, figure mondiale de la musique mandingue. Ce geste concentre tout ce que cette chronique veut analyser. Elle brûle ce qu'il a rejeté et elle convoque ce dont elle est issue, sans demander la permission, sans négocier sa légitimité. 291 millions d'auditeurs mensuels, 7 milliards de streams, la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde et 2 ans plus tôt, des sondages montrant que 63% des Français interrogés ne voulaient pas qu'elle représente la France aux Jeux Olympiques. Ce paradoxe n'est pas une anecdote, c'est un paradoxe qui est révélateur d'un mécanisme social que je veux poser clairement aujourd'hui, la manière dont une société traite la réussite quand elle vient d'où elle ne l'attendait pas, dans des codes qu'elle ne contrôle pas. Aya Nakamura n'est pas le sujet de cette chronique, elle en est le fil conducteur. Aya Nakamura est née à Bamako en 1995. Elle arrive enfant en France avec sa famille, une famille de griots, ces gardiens de la mémoire orale dans les sociétés ouest-africaines. Il s'installe à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Elle grandit dans cette France-là, celle des banlieues, des diasporas, de la diversité réelle, celle qui produit aujourd'hui la culture populaire française la plus exportée dans le monde. Mais cette France-là a une caractéristique que les chiffres documentent. Elle est massivement présente et structurellement sous-représentée dans les espaces de pouvoir, de légitimité culturelle et même de visibilité institutionnelle. En 2024, selon l'INSEE, 48,9% des immigrés vivant en France sont nés en Afrique, 3,6 millions de descendants d'immigrés sont d'origine africaine, dont la moitié a moins de 17 ans, français de naissance. Et le principe constitutionnel de l'universalisme républicain interdit officiellement de les compter parce que la République ne reconnaît que des citoyens mais pas des origines. Ce principe produit un effet précis. La France ne peut pas mesurer ce qu'elle refuse de voir et pendant ce temps, le premier mécanisme opère silencieusement. La diversité est acceptée tant qu'elle reste à sa place dans l'échelle sociale, ce que l'historien Gérard Noiriel a documenté sur 2 siècles d'immigration en France. Chaque vague migratoire, la même résistance symbolique. On accepte la présence, on refuse la centralité. Et quand Aya Nakamura devient la France la plus écoutée dans le monde, quand elle passe de la périphérie au centre, ce mécanisme se réveille. Ce n'est pas son talent qui est contesté, mais c'est sa centralité. Et cette nuance est analytiquement fondamentale. En 2014, à 19 ans, Aya Nakamura publie ses premières chansons sur Facebook. Pas de maison de disques, pas d'intermédiaire institutionnel, directement vers son public. En 2019, avec Dja, elle devient la première chanteuse française depuis Edith Piaf, depuis La vie en rose en 1947, à obtenir un numéro 1 dans plusieurs pays étrangers simultanément. 82 ans d'écart, une trajectoire construite entièrement hors des circuits de validation culturelle classiques. Dans l'imaginaire républicain français, la réussite a une forme légitime. Elle passe par l'école, le diplôme, les institutions. Elle se valide par les grands médias culturels, les victoires de la musique, les maisons de disques historiques. Ces circuits ont une fonction implicite. Ils décident qui est légitime. Et ils ont historiquement très peu ouvert leurs portes aux artistes issus des diasporas africaines. La réponse à cette fermeture n'a pas été la protestation, elle a été la construction d'une autre voie. La mondialisation numérique a créé un accès direct des artistes et publics sans intermédiaire. Et ce sont précisément les artistes issus des marges qui l'ont utilisé le plus efficacement, parce qu'ils n'avaient pas en réalité accès aux autres voies. Deuxième mécanisme, ce qui dérange dans ce type de trajectoire, ce n'est pas forcément la réussite, c'est la réussite sans validation par les gardiens traditionnels de la culture. Les Flammes, les awards créés en 2023 en réponse à la négligence du rap et du R&B aux victoires de la musique, n'ont pas été créés par hasard. Ils existent parce qu'une industrie culturelle entière a dû se bâtir en dehors des institutions. Une industrie qui représente pourtant la musique française la plus écoutée dans le monde. Mars 2024, la rumeur d'une prestation aux Jeux Olympiques de Paris déclenche une vague de réactions. On lui reproche de ne pas chanter en français, de ne pas valoriser la langue française, de ne pas représenter la musique française. Mais regardons les faits. Elle chante entièrement en français. Certes, un français populaire, hybride, matiné d'argot de banlieue et d'influence africaine et caribéenne, mais du français. Sa musique, amapiano, zouk, chata, afro-funk, renvoie à l'Afrique du Sud, aux Antilles,
à l'Afrique de l'Ouest. Chacun de ces éléments est reçu par une partie de l'opinion comme un signe d'étrangeté, comme la preuve qu'elle n'est pas vraiment d'ici, alors qu'elle est française, alors qu'elle est le produit de la France qui l'a formée. Troisième mécanisme, la question posée par ces attaques n'est pas en réalité linguistique, elle est politique. Quel français compte vraiment? Quel est le français qui est légitime? Quelle musique compte vraiment? Qu'est-ce que la musique française? La réponse implicite révèle quelque chose de précis. La condition de l'acceptation n'est pas l'intégration, mais c'est l'assimilation. On peut accepter une présence issue de la France africaine à condition qu'elle adopte les codes de la culture dominante, pas qu'elle impose les siens. Ces deux postures sont radicalement différentes. Il faut savoir que sa famille est une famille de griots. Des siècles de transmission orale, une culture qui a voyagé de Bamako à Aulnay-sous-Bois et d'Aulnay vers les 40 pays où Djadja est classé en tête des charts. Ce n'est pas de l'étrangeté, c'est de la continuité culturelle, mais une continuité que la France dominante n'a pas encore décidé de reconnaître comme faisant partie d'elle. La réalité, c'est qu'on veut être inclusif, mais tant que la diversité reste décorative. Une étude présentée à l'Université de Rennes 2 en 2024 a analysé les archives de l'INA, des journaux télévisés des chaînes hertziennes entre 2018 et 2024. Résultat, malgré son succès mondial, Aya Nakamura est quasi invisible dans les JT français. La France, la plus écoutée dans le monde, n'existe pratiquement pas dans les journaux d'information de son propre pays. Ce constat s'inscrit dans une structure plus large, documentée par les sciences sociales depuis 20 ans. Les études de testing du CNRS le montre. À CV strictement identique, un candidat avec un nom à consonance africaine a 18% de chances d'obtenir un entretien pour un poste de cadre contre 25% pour un candidat dit de référence. Didier et Éric Fassin l'ont démontré, l'universalisme républicain, en refusant de voir les origines, permet à ces mécanismes de se perpétuer sans jamais être nommés. Pascal Blanchard et Nicolas Baquel l'ont posé dès 2005 dans La fracture coloniale. L'héritage colonial continue de structurer les relations sociales en France, non pas sous forme de racisme déclaré, mais sous forme de mécanismes institutionnels qui reproduisent des inégalités sans vouloir réellement les comptabiliser. Quatrième mécanisme, la France pratique une forme d'inclusion conditionnelle. La diversité est la bienvenue tant qu'elle reste à un certain niveau de l'échelle sociale, tant qu'elle est, j'ai envie de dire, décorative. Et alors, dès qu'elle occupe le sommet, le système révèle ses contradictions. Et la réponse d'Aya Nakamura à ce système est elle-même analytiquement significative. Elle n'a pas de discours militant. Sa réponse publique à la vague de mars 2024, 7 mots. Qu'est-ce que je vous dois? Rien. Ce refus de négocier sa légitimité n'est pas de l'indifférence, c'est un positionnement. Elle pose la question que le système ne veut pas entendre. Pourquoi suis-je la seule à qui on demande de prouver que je suis d'ici? Alors, on peut se demander, accepter ou tolérer la diversité? Revenons au 29 mai 2026. Ce geste au Stade de France, brûler la banderole, inviter au Moussangaré, est la conclusion logique de tout ce que nous venons de poser. Entre mars 2024 et ce soir-là, les JO, le triomphe mondial, le procès des militants condamnés, les milliards de streams, elle répond depuis le sommet, pas depuis une position défensive. Et sa réponse dit exactement ce que les 4 mécanismes n'ont pas réussi à étouffer. Je n'ai pas à justifier que je suis française. Je le suis et je porte avec moi ce dont je suis issue. Les 4 mécanismes que nous avons posés forment un système cohérent. La diversité tolérée à condition de rester périphérique. La réussite acceptable, condition d'emprunter les circuits légitimes. Les codes culturels d'une partie de la population traités comme moins légitimes que ceux des autres. Et un principe constitutionnel qui permet à ce système de se perpétuer sans jamais véritablement être nommé. La vraie question que je laisse alors ouverte à la fin de cette chronique est: est-ce que la mutation que la France est en train de vivre est véritablement acceptée ou seulement tolérée? Parce que la différence n'est pas sémantique, la différence est structurelle. Tolérer, c'est permettre la présence, accepter, c'est reconnaître la légitimité. Une société qui tolère sans accepter produit exactement le paradoxe posé en ouverture. La France, la plus écoutée dans le monde, et le sentiment qu'elle ne représente pas la France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette question ne concerne pas Aya Nakamura. Elle concerne toutes les sociétés post-coloniales du XXIe siècle qui vivent cet écart entre ce qu'elles sont démographiquement et ce qu'elles acceptent symboliquement de se reconnaître. Ce que la France vit de manière spectaculaire, d'autres le vivent en silence. Et le silence ne résout rien.